autorités qui étaient à la porte de l'UNICEF m'ont dit « c'est pas comme ça qu'on rentre, monsieur ». J'avais comme capital de départ 20 000 francs. Lorsqu'on est jeune, qu'on fait un premier produit, on pense qu'on a fait le meilleur produit du monde. J'étais en troisième année de l'université. À ce moment-là, il me restait 2 ans. Bienvenue dans le tout nouveau podcast où justement nous vous plongeons au cœur de la réalité de l'entrepreneuriat, celle qu'on ne voit pas dans les brochures. Yanni Podcast, produite par Dere Media en partenariat avec le CLE, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons l'un de ces jeunes entrepreneurs qui a su tenir le cap quand le vent soufflait à décorner le bœuf. Je m'appelle Abdelrazak Alouabari, fondateur et directeur de la société GreenTech, spécialisée sur tout ce qui est énergie renouvelable. Ma réalité en tant qu'entrepreneur, c'est l'opportunité, la persévérance et l'esprit d'équipe. Merci Abdelrazak d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve à l'IMITIC pour l'aide au développement des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs surtout, CLE, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de ça, nous on se retrouve 7 ans après encore. Depuis, beaucoup de choses ont changé. On n'est plus la même. Mais moi, je suis toujours là à t'étendre le micro. Aujourd'hui, on est face à face. À ce moment-là, on n'était pas face à face. Et donc, c'est pour vous dire comment les choses ont changé. Et depuis, peut-être, le SAC a donné naissance à une entreprise. C'est pourquoi on est là ce soir. C'est pour discuter comment cette idée a pu être aujourd'hui transformée à une entreprise. Et tu pourras nous dire comment tu as pu vaguer entre les différents vagues qui ont pu se mettre devant vous. Certainement, j'imagine que c'était pas facile. Parce que, donc, on dit tant que l'entrepreneuriat, c'est 4 phases. C'est une phase de lancement, une phase de croissance, une phase de trouble, et puis la maturité. Donc, je te laisserai donner, tu as bien donné ta réalité d'entrepreneur, c'est l'opportunité, la persévérance et l'esprit d'équipe. Si tu retournais un petit peu à la phase de lancement, c'était comment pour toi, cette phase de lancement? Et quels sont les souvenirs que tu as et comment tu as pu négocier cette phase de lancement? Ok, merci beaucoup Mahmoud de m'avoir invité dans ton podcast. Vous savez, on peut dire aujourd'hui on est au CLE. On peut dire que pour moi c'est là où tout a commencé. C'est-à-dire la première fois où on s'est vu et que m'avait tendu les premiers micros, c'était au CLE. Et là aujourd'hui on se retrouve à faire un podcast après 7 ans au CLE. Au CLE encore. C'est un retour aux sources. Ça signifie c'est un retour à la source. Là, maintenant, si, vous savez, mon parcours d'entrepreneur est atypique. J'allais dire atypique dans la mesure où, lorsque j'essaie de parler aux gens sur comment j'ai lancé ma société, il y a des moments où les gens n'y croient pas. Parce que, si je reviens sur mon parcours universitaire, parce que j'étais un ingénieur qui a été formé dans la faculté d'ingénierie de Djibouti. Ensuite, une fois que j'avais fini mes études, j'avais toujours cette mentalité d'entreprendre. Et cette dimension de pouvoir créer quelque chose de tangible, où on peut toucher et avoir un impact sur la société djiboutienne. Ça signifie avoir non seulement un impact sur moi-même, sur ma famille, mais aussi sur tout Djiboutien, sur un Djiboutien lambda. Et en partant de cette idée-là, j'avais lancé ce qu'on appelle le premier produit que j'avais présenté au CLE, c'était un sac à dos solaire. C'était mon premier produit. Et pour lancer ces produits, ça signifie pour lancer ma société en entièreté, j'avais comme capital de départ 20 000 francs. Ça signifie que à peu près 110 dollars. 110 dollars. 110 dollars. Ouais, okay. Et lorsque j'ai commencé avec ma société avec 110 dollars, les gens ont du mal à visualiser comment il a fait. Comment j'ai pu commencer à 110 dollars. Les 110 dollars que j'avais économisés à l'époque, je me rappelle, je l'avais économisé parce qu'à l'époque, pour aller à l'université, mes parents me donnaient à peu près 500 francs
par journée. Et sur 500 francs, lorsque j'utilise la moitié pour le transport et le reste pour boire de l'eau, tout ce que les 100 francs ou les 200 francs qui restaient, je les mettais de côté. Et l'objectif, c'est d'avoir un capital de départ. Et le capital de départ que j'avais était 110 dollars. Ça signifie 20 000 francs Djibouti. Et sur ces 20 000 francs Djibouti, j'ai pu faire les 2 premiers prototypes des sacs à dos solaires. Et l'une d'elles, j'avais ramené ici au Clé pour faire la présentation le jour où vous m'avez tendu le micro. Et c'est là où l'aventure avait commencé. D'accord, très bien. Donc le lancement, c'est 20 000 francs Djibouti. Quand est-ce que vous avez eu l'idée même d'entreprendre? Déjà, comme vous dites, c'est mettre de côté un peu d'argent que les parents te donnaient. Et comment cette idée est arrivée en toi? Vous savez... Et pourquoi? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a déclenché? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que tu mets de côté de l'argent pour dire, OK, je vais utiliser ça pour lancer ma société un jour ou l'autre? Et vous étiez en quelle classe à l'université avant? J'étais en troisième année de l'université. Troisième année de l'université. Exactement. À ce moment-là, parce qu'il faut savoir que le cursus universitaire pour un ingénieur typique, c'est de 5 ans. OK. J'étais en troisième année de l'université. À ce moment-là, il me restait 2 ans. Et il fallait trouver, comment dire, une idée ou qu'est-ce que j'allais faire derrière. Ça signifie une idée de carrière, où est-ce que je voulais travailler. Et moi, comme j'étais quelqu'un de très actif, généralement j'étais quelqu'un de très actif, durant mon cursus universitaire, une fois que j'ai pris mon bac, j'ai commencé à faire des stages partout à Djibouti. J'ai fait un stage, j'avais fait un stage à l'aéroport, j'avais fait un stage au service de géothermie, au DEC, au Port Horizon, et GTD. J'ai fait stage aussi à l'EDD, j'ai fait stage aussi, si je me rappelle bien, je suis même parti en Turquie participer à un Summer Campus, parce que je faisais partie des 10 premiers étudiants de l'université. Et tout ça m'a permis d'avoir une vision globale sur ce que je voulais faire. Pourquoi j'avais ciblé cette différentes sociétés-là, qui sont semi-étatiques, c'est que c'était les sociétés qui m'inspiraient. Et une fois que j'ai fait le stage, j'ai vu que, en tant qu'Abdourazak, il fallait que j'écris quelque chose qui va en même temps avoir un impact, comme j'ai dit, sur les Djiboutiens, mais en même temps avoir un impact sur moi-même. Parce qu'intégrer une structure qui est déjà existante, ça signifie que ça prendra du temps pour que tu prennes ta marque. Alors que créer une société, c'est vrai, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup d'obstacles, mais aussi il y a des opportunités. Et aussi, il y a ce que tu apprends derrière. En restant sur les phases de lancement, voilà, donc on a pu voir le capital, mais après, c'est comment tu as pu faire connaître. Donc, est-ce que le premier micro, après, j'imagine, en suivant un peu ton parcours, je vis que tu étais dans des pays, l'Arabie Saoudite, quelque part d'autre, donc tu faisais partie de ce gène, à un moment donné, qui participait à des concours. Exactement. Comment c'était ces concours et pourquoi est-ce qu'on participe de concours exactement? Quand on est un jeune entrepreneur, on essaie de mettre en place une entreprise. En fait, on essaie de transformer son idée en projet. Participer des concours, ça permet quoi exactement? C'est pour revenir au capital de départ. Ouais. J'ai dit que j'ai commencé avec 120 000, 20 000 francs. Ça signifie 110 dollars. J'ai utilisé ces produits-là pour faire des prototypes. Des prototypes. Parce qu'il faut savoir une chose. Nous, par exemple, les jeunes Djiboutiens, ils ont des idées. Il y a l'idée et le premier produit, le MVP qu'on appelle. Les premiers produits tangibles. Et nous, en tant que Djiboutiens, ça signifie que la population djiboutienne comprenne plus un produit fini, premier MVP, qu'une idée. Et mon plan ma stratégie, c'était de faire les premiers prototypes, de présenter. Et une fois que les gens puissent voir l'idée de manière concrète, j'allais trouver un investissement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à participer à différents concours. Je voulais montrer au plus de gens possible l'idée des sacs à dos solaires. Ok, les sacs à dos solaires, c'est quoi? J'ai pris un sac, j'ai commencé à confectionner un sac à dos solaire à partir des jeans. Et sur le jeans, une fois que le sac des jeans utilisés, une fois que le sac était confectionné, j'ai mis un petit panneau solaire et une batterie qui pouvait se recharger durant le trajet d'un étudiant, d'un élève dans le milieu rural. Parce que l'idée, c'est un sac à dos solaire qui est destiné pour les enfants du milieu rural. Ça signifie que, je ne sais pas si tu es parti en brousse ou bien dans le milieu rural,
souvent l'école est construite sur une zone où les véhicules peuvent avoir accès. Et les Djiboutiens en général, on est des nomades et chacun est, comment dire, chaque personne qui habite en brousse et habite dans un milieu un peu éloigné de l'école. Ça signifie que pour aller de l'école, de chez lui à l'école, ça prenait à peu près 10 minutes, 15 minutes de marche. Et durant ce laps de temps que l'enfant sort de chez lui et il vient à l'école, le sac à dos solaire s'est rechargé. Et une fois qu'il revient à la maison, il pouvait utiliser pour éclairer comme lampe torche. Pour faire ses devoirs à la maison. Ses devoirs à la maison. Donc ça signifie que le sac à dos solaire avec des fonctionnalités lui permettre de prendre ses cahiers, ses affaires scolaires. Mais en même temps, d'étudier durant le soir. Ok. Une fois que j'ai fait le sac à dos solaire, j'ai commencé à exposer ça sur différentes concours, différentes expositions. C'est pour ça que j'étais venu au Clé, c'était pour exposer mon premier MVB et montrer aux gens comment exactement. Et comment tu as pu convaincre le premier client qui a été convaincu? Ça a été comment alors? Le premier client qui a pris mon sac solaire, c'était l'UNICEF. D'accord. Mais ça n'a pas été assez facile. D'accord. Pourquoi? Ça n'a pas été facile parce que, vous savez, lorsqu'on est jeune, qu'on fait un premier produit, on pense qu'on a fait le meilleur produit du monde. Exactement. Et je suis parti. Il faut qu'on l'achète tout de suite. Exactement. Je suis parti directement au service à l'UNICEF, au sein de l'UNICEF de Djibouti. J'ai dit, j'ai fait un sac à dos solaire avec moi, j'aimerais présenter ça à la représentante ou une des personnes qui est en charge. Et la sécurité qui était à la porte de l'UNICEF m'ont dit, c'est pas comme ça qu'on rentre, monsieur. Il faut déposer. Il faut demander un rendez-vous. Il faut demander un rendez-vous, il faut déposer une lettre de demande. Comme ça, la représentante ou une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là va pouvoir t'accueillir et te rencontrer et écouter ce que tu as à dire. Ok. Et c'est que immédiatement je repars à la maison, j'ai rédigé la lettre. L'après-midi, je ramène la lettre de doléance. D'accord. Mais malheureusement, de demande de rendez-vous. Exactement. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Ça n'a pas abouti. Ouais. Okay. Mais ça m'a pas découragé. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai pris en photo mon produit. J'ai créé une page Facebook pour ma société. C'était la première page Facebook GreenTech. Et j'ai mis mon premier produit. Si maintenant on part sur le page Facebook de GreenTech, on pourra voir derrière le premier post. Le premier post, c'était mon sac à dos solaire. Et une fois que j'ai posté ça dans mon page Facebook, j'ai demandé à tous mes amis de la page de pouvoir repartager. Voilà, ok. Ouais. C'est une autre façon de faire le marketing dans ce cas. Je voulais que ça part loin pour qu'au moins quelqu'un qui travaille à l'UNICEF ou dans un Donc le cible, c'était l'UNICEF. Exactement. Parce que pour moi, c'était eux qui soutiennent les jeunes. Les enfants. Les enfants, sûrement, c'est ça fait partie de leur cahier de charges. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ils partagent tout. Et heureusement, opportunité, c'est pourquoi j'ai dit opportunité, il y a, le ministère de la Jeunesse et du Sport qui m'ont contacté. À ce moment-là, si je me rappelle bien, c'était le 13 juin 2019. Ils organisaient ce qu'on appelle le Fajat. Ok. C'était un événement dédié pour les jeunes. À ce moment-là, ils m'ont dit, on a un événement pour ça. Est-ce que vous voulez avoir un stand et exposer votre produit? Donc l'opportunité s'est présentée. Exactement. Et toi, tu étais prêt? Je me suis préparé pour ça. Tu étais tout le temps prêt à répondre à tout. Okay. Exactement. À ce moment-là, il y avait le président de la République qui venait, la première dame qui venait, il y avait tout le monde qui venait. Ça signifie que je pouvais avoir accès à beaucoup de gens. À beaucoup de gens et beaucoup de personnes. Et surtout l'UNICEF. Et surtout l'UNICEF. Exactement. Et qu'est-ce que je fais? Je me place bien, j'expose mes 2 sacs solaires avec des flyers et tout ce qui va avec. Les présidents passent. C'était un beau projet, le président a aimé, la première dame elle a aimé. Une fois que la délégation a passé mon stand, ça m'a permis d'avoir un contact direct avec beaucoup de personnes, à savoir l'UNICEF. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu rencontrer mon premier client, c'est-à-dire l'UNICEF. La représentante de l'UNICEF, je lui expose, j'ai fait mon pitch de ma vie, je lui expose et là j'ai pu décrocher ce qu'on appelle une doléance. Et avoir un rendez-vous avec elle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à commander 250 sacs à dos solaires. Une fois qu'ils l'ont commandé, et j'ai commencé à produire ça avec... et je ne me suis pas arrêté à là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé parce que
j'avais produit le sac solaire, j'avais fait le contour de deux sacs à dos solaires, mais il me fallait... Maintenant, il fallait répondre la demande. Parce qu'il y a eu des 50 pièces à fabriquer, il fallait répondre à la demande. Mais au même moment, lorsque j'ai pu décrocher ces premiers commandes, il y avait le ministère de la Femme et de la Famille, la ministre de la Femme et de la Famille, qui était à ce moment-là, qui était Mme Momina, à qui aussi j'avais eu une doléance. Je lui explique, je lui dis, j'aimerais travailler avec vous, et surtout avec le CASAF, si je me rappelle bien. CASAF, centre de formation. Centre de formation pour les jeunes demoiselles, qui les forment sur 3 choses. Ça signifie les forment sur la couture, sur la coiffure, la cuisine. Et moi, j'étais plus intéressé à travailler avec des jeunes qui étaient formés sur la couture. Pour qu'ils puissent confectionner les sacs. Exactement. Et à ce moment-là, j'ai pu Donc, tu es parti chercher les ressources humaines là-bas. Là-bas, exactement. Et par sac solaire, j'ai rémunéré les jeunes qui étaient là-bas. Par sac à dos solaire confectionné, ils étaient rémunérés. D'accord. Et à ce moment-là, c'est avec eux que j'ai commencé à faire les premiers commandes. C'est comme ça que j'ai lancé ma société. GreenTech. Donc, c'était toujours GreenTech. Hein? C'était toujours GreenTech. Et donc, là, maintenant, si on a compris, le premier produit qu'a lancé GreenTech, c'était le sac à dos solaire. Exactement. D'accord. Après, donc, on est toujours dans la phase de lancement. Voilà, tu as trouvé ton premier client. Est-ce que tu penses que l'argent rentre déjà comme ça ou c'était voilà, donc c'est une première tranche de quelque chose? Vous savez, lorsqu'il y a eu la première commande, je ne me suis pas arrêté là. Il fallait continuer, il fallait trouver d'autres clients, il fallait trouver d'autres investissements. C'est là où j'ai commencé à postuler à tous les opportunités qu'il y avait dans le monde. Ça signifie que je me suis connecté sur Internet, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme concours pour l'innovation pour les jeunes? Et c'est là où j'ai postulé pour Qatar, pour l'Arabie Saoudite, pour France, pour tous les pays où il y avait un concours international. Et il y avait le Qatar qui m'ont répondu. Il y avait un concours pour les jeunes, pour la jeunesse du monde musulman, sur l'innovation. Du monde islamique. Du monde islamique. J'ai postulé et ils m'ont répondu. Et un beau jour, vers 18h, j'ai reçu un appel de Doha me disant que j'ai été sélectionné pour participer à un concours où j'avais postulé. Et qu'ils allaient prendre en charge le ticket, l'hôtel, l'hébergement, tout ce qui va avec. Et je suis parti directement, après 2 semaines, et participer à ces concours-là. Pourquoi j'ai participé à ces concours-là? L'idée, c'était d'avoir, comment dire, une visibilité nationale et internationale. Ça signifie que montrer ce que la jeunesse djiboutienne est capable, mais en même temps, montrer aux jeunes djiboutiens que même si on a commencé avec 20 000 francs, on pouvait participer à des concours internationaux. On pouvait arriver à se faire connaître, on pouvait arriver à faire connaître les produits qu'on a et qu'on propose. Exactement. En réalité. Et donc, là, dans les concours, j'étais classé parmi les deuxièmes. Deuxième. Voilà. Il y avait combien de concurrents qui faisaient la concours? 40 personnes. 40 personnes. Oui, j'étais de 40 pays différents. De 40 pays différents. J'étais classé deuxième. Et sur le deuxième, ils m'ont fait un très beau reportage où j'ai commencé aussi à repartager dans ma page Facebook et à demander l'impromptu à tous mes amis de partager aussi. Donc tu deviens connu. Exactement. Ok. Ensuite, j'ai participé à notre concours en Arabie Saoudite, qui était un concours sur l'entrepreneuriat là, qui était beaucoup plus corsé et beaucoup plus expérimental. Il y avait des entrepreneurs expérimentés. Et dans ces concours-là, c'était comme, on a le Coupe du Monde de foot, Coupe du Monde de handball, et c'était le Coupe du Monde d'entrepreneurs. Ok. Et là, j'étais recalé au quart de finale. Quart de finale. Exactement. Un beau parcours quand même. C'était un beau parcours. C'était ma première expérience, mais c'était un beau parcours. Et ça aussi, ça m'a permis aussi d'avoir une visibilité nationale. D'accord. Et une fois que je suis revenu à Djibouti, après ces 2 concours-là, il fallait participer à un concours de chef de l'État pour les jeunes les plus actifs de la société. D'accord. Et de ce concours-là, j'ai aussi, comme je t'ai dit, c'est une opportunité, il ne fallait pas lâcher. Il ne fallait pas rater. Il fallait pas. Toutes les opportunités qui s'est présentées, j'ai postulé. J'ai commencé à postuler pour ce concours-là. Et comme c'était le 21 novembre, je me rappelle bien, et là, on m'appelle la nuit où je me préparais même à dormir. C'était vers 8h après Shari. Je me suis préparé à dormir et j'ai reçu un appel du ministère de la Jeunesse. Mais disons que demain, j'étais invité à participer à un événement qui se déroule au Palais du Peuple et j'étais retenu parmi les 3 premières personnalités ou personnes qui vont prendre le grand prix du chef de l'État pour la jeunesse. Et c'est là où aussi j'ai trouvé un
un fonds de départ. C'était à peu près 1 million. Donc, ça signifie le départ était de 20 000 francs. Tu as eu un petit contrat. Un petit contrat. Et puis maintenant, ensuite, tu as le grand prix du chef de l'État pour le jeune. Exactement. Et donc ça aussi, ça te fait un petit capital. Ça un petit capital. Exactement. C'est d'accord. Et là, maintenant, on commence à prendre forme. Donc on commence à penser une entreprise réelle. Et comment tu as fait la transition maintenant de l'idée qui est devenue un petit projet, du projet vraiment concret qui est là? Quelle était l'étape? Et surtout, dans cette phase de lancement, quels ont été les gens qui t'ont inspiré et qui t'ont permis à rester soi-même? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as cherché à côté de participer à des concours pour se faire connaître, mais aussi il faut avoir un bagage d'entrepreneur, de gestion, de management, de comprendre le mode d'entreprise, de faire des études de marché. Comment tu as pu concilier tout ça? Vous savez, au début, il y a, bon, moi, comment je conçois, il y a ce qu'on appelle, il y a un prêt, il y a un prêt 3 phases. La première phase, c'est la phase d'idée. La deuxième phase, c'est la phase où tu concrétises ton idée, tu fais le premier produit. La troisième phase, c'est de faire en sorte de faire connaître ton produit. Du coup, lorsque avant de partir à d'autres phases, j'étais encore sur les 3 premières phases. 3 premières phases. Exactement. Une fois que j'ai pris le chef de l'État, après quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le Covid. Et tout s'est arrêté brusquement. Ok, ça signifie qu'avec tous les prix que tu as gagnés, les 1 million du grand prix du chef de l'État, avec les contrats qu'on a déjà utilisés, je me retrouve à ne plus avoir d'autres marchés et tout s'arrête durant une période de 3 mois. Et on rentre toute la population djiboutienne rentre en confinement. Donc là aussi, c'est une autre étape. Je me suis dit c'était positif dans la mesure où ça m'a permis de réfléchir sur comment aussi trouver d'autres clients. Durant ces 3 mois où j'étais confiné à la maison, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte d'avoir d'autres contrats de sac à dos solaire. Parce que moi, j'étais toujours focalisé sur le sac à dos solaire. Sachant que dans la vie d'une société, il y a différentes étapes. Et dans chaque étape, il y a ce qu'on appelle des milestones, des objectifs précis. Mon objectif précis, c'était d'atteindre à peu près les 3000 sacs à dos solaires. Ok. Distribuer 3000 sacs à dos solaires. J'ai pu avoir 250 pièces. Il m'est resté à trouver 2250 autres commandes. Autres commandes. Exactement. Qu'il fallait trouver des clients. Il fallait trouver des clients. Qu'est-ce que je fais? Je commence à répertorier tous les bailleurs de fonds de Djibouti, tous les ambassadeurs de Djibouti sur Internet. J'ai commencé à trouver tous leurs emails de contact et j'envoie à peu près 20 ou 30 emails. Espérant qu'au moins il y a un email qui allait répondre. D'accord. Alors ce sont ces projets d'aide qui peuvent aider ces jeunes, ces enfants qui sont les enfants ruraux pour qu'ils achètent tes sacs à dos. Exactement. Donc ça. Tu leur proposes, en même temps c'est un entrepreneur social. C'est du entrepreneur social. Ouais. Donc c'est pour répondre à un problème qui est social à partir d'une idée sociale. Donc c'est ça que. Exactement. Et là maintenant tu cherches à tes clients par des endroits en fait comme tu l'as dit, le bailleur de fonds. C'est exactement ça. Et parmi tous les 30 emails que j'ai envoyés, il y avait l'ambassade d'Allemagne qui m'ont sollicité, qui m'ont répondu. Et là ils m'ont dit on pourra avoir une réunion après la période de confinement. Okay. Une fois que la période de confinement, entre-temps, il y avait eu aussi un concours qui a été organisé par la Clé, qui était les différentes innovations pour contrecarrer le Covid, si je me rappelle bien. Okay. Exactement. Et j'avais participé aussi à ces concours-là. Il y avait des systèmes de lutte contre le Covid qui ont été faits, les cabines de désinfectantes. Exactement. J'ai participé à ces concours-là et j'avais mis en place un système de lavage de main automatisé. Okay. Et j'avais pris le deuxième prix aussi. C'était un prix $7 000. C'était aux alentours de 1,3 million. Ok. Et ça aussi, ça m'a permis d'avoir un fonds de capital. Bon, après le confinement, je puisse redémarrer. Redémarrer, exactement. Donc pendant le confinement, tu n'as pas chômé quand même. Mais j'ai pas chômé. En matière de réflexion, en matière de production, en matière de. Donc c'est ce qu'on revient, c'est la production. Il faut produire. On ne reçoit que ce qu'on a produit. Exactement. Il faut produire. Et tu sais qu'on appelle, vous savez,
dans la vie, il y a ce qu'on appelle, il y a les causes à effet. Uh-huh. Il y a ce qu'on appelle, comment dire, la loi de l'attraction. Mhm. Tu attires ce que tu es. Si tu es quelqu'un de positif, tu vas attirer tout ce qui est positif. Vous voyez. Du coup, qu'est-ce que je commence? J'ai eu ces prix-là. Ensuite, il y a l'ambassade de la banque qui me répond. Une fois que le confinement est fini, je pars leur voir et je leur présente mon produit. Et c'est là où vont commencer les premières commandes qu'ils m'ont fait de 800 sacs cadeaux solaires. Au moment où j'ai eu la commande de 800 sacs solaires, ça m'a permis d'avoir un bureau. D'accord. Là maintenant, tu passes à une autre phase, à une Exactement. autre dimension. Exactement. J'ai commencé à avoir un bureau, j'ai commencé à confectionner de 800 sacs solaires et je travaille toujours avec les jeunes Du CASA, des CASA. Exactement. Ok. Et vous savez, c'était un produit de dimension sociale. J'ai créé du travail pour les jeunes, j'ai aidé les enfants. Alors qu'ils étaient en apprentissage Exactement, en plus, exactement. en même temps. D'accord. J'ai aidé les enfants dans le milieu rural. En même temps, ça me permet d'avoir une rémunération, monsieur. Ah, ouais. Une fois que j'ai eu ces premières commandes, ça m'a permis d'avoir un bureau, ça m'a permis de me focaliser sur sur comment maintenant mettre en place un deuxième produit. Un deuxième produit qui était l'énergie solaire. Donc voilà, il fallait trouver une autre façon Exactement. C'est une façon de s'autofinancer, de trouver des capitales de départ. C'est une des façons pour trouver un capital de départ. Donc tu crées ton entreprise maintenant et tu proposes d'autres produits. Maintenant, on propose d'autres produits, exactement. Pas les sacs à cadeau, mais donc tu proposes d'autres produits. Exactement. Et là maintenant, tu as ton propre bureau pour travailler, s'installer. Donc tu deviens un petit chef d'entreprise. C'est ça, exactement. Quand est-ce que tu t'es rémunéré réellement? Réellement, j'ai commencé à avoir une rémunération à partir de 3e année. 3e année. Exactement. 3e année, tu as commencé à prendre un salaire mensuel, à me verser un salaire mensuel pour subvenir à mes besoins et aider ma famille. D'accord. Mais les 3 premières années, je ne pouvais pas me permettre de prendre une rémunération de la société. Parce que la société n'était même pas une structure qui existe. Ça existe dans ma tête, j'étais en train de le mettre en place. Alors, qu'est-ce qui était le plus difficile maintenant quand tu as une entreprise, quand tu as un bureau et faire tourner un bureau? Pendant tout ce temps, tu étais en train de courir derrière une idée, réfléchir, confectionner, faire. Maintenant, il faut faire ça et en même temps gérer. Exactement. Donc, comment c'était? Maintenant, il faut faire des choses. Là, maintenant, au début, c'était une phase d'idée, phase de consolidation. Là, maintenant, une phase de, comment dire, on n'est pas dans une phase mature, ni dans une phase idée, mais on est en croissance. En fait, c'est la phase de croissance. Exactement. On est au milieu. Ça se dit, dans cette phase de croissance, il faut mettre en place tous les process. Ok. C'est quoi la procédure? C'est comment travailler avec les clients, comment travailler entre employés, mettre en place les règlements intérieurs, mettre en place procédure administrative, mettre en place la procédure de recrutement, mettre en place aussi ce qu'on appelle, parce que une fois que tu as un client, comment fidéliser les clients? Parce que, comme on dit, pour moi, le plus important, c'est les clients. Ce qui fait vivre une société, ce sont ses clients. Et comme tu sais, Djibouti, c'est un petit pays. Si un client n'est pas satisfait, il pourra le dire à tout le monde. Mais si tu as un client satisfait, il pourra le dire aussi à 10 clients, 10 autres pour toute cette personne. Ça signifie que j'ai compris qu'il fallait mettre l'accent sur la clientèle et que le bouche à oreille est aussi très important en termes marketing. Ok. Donc la phase de croissance, maintenant tu recrutes des gens. Maintenant, j'ai commencé combien de personnes tu as recruté en ce moment? Là, maintenant... non, la phase auquel tu es sorti de sac à dos et que tu as commencé à faire un autre produit et que tu as eu ton premier bureau. Lorsque j'ai eu mon premier bureau, j'avais pas commencé à recruter. Je suis resté moi-même... Tu es resté seul à travailler. À travailler. J'ai commencé à faire l'énergie, me focaliser sur tout ce qui est énergie solaire. Ok. Et j'étais, la première société à être focus dans ce domaine-là. D'accord. Là, maintenant, on peut voir que l'énergie solaire, tout le monde veut intervenir. Et la première société qui était que dans ce domaine-là, c'était GreenTech. Parce que ma vision, c'était dans l'énergie solaire, parce que j'avais une formation en énergie. Okay. Je suis un ingénieur électrique et énergie. Okay. Et le premier produit après le sac solaire, c'était quoi? C'était les lampadaires solaires. Le lampadaire solaire. Oui. Et mon premier client, c'était l'OIM. D'accord. Et je suis parti à Obok. C'était la première fois où j'ai parti à Obok. Je suis parti seul avec un technicien journalier pour installer le système. Le système. De proprement.
Parce qu'on est toujours une petite entreprise. Je ne peux pas me permettre de prendre des employés, ni de rémunérer des personnes. Donc il fallait le faire par moi-même. Je suis parti et j'ai commencé à installer le lampadaire solaire, tout ça. Une fois que c'était mon deuxième produit, une fois que j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé aussi, j'ai refait la même procédure. Je suis rentré sur Internet, j'ai cherché tous les appels d'offres liés à tout ce qui est lampadaire solaire à Djibouti. Il y a un site où toutes les organisations, les ONG mettre leurs appels mettent à leurs proposition, demandes. à l'appel d'offres. Et dans ce site-là, tu peux t'inscrire et par mois, tu vas t'inscrire et tu payes par mois $50. Et j'ai commencé à m'inscrire sur ce site pour recevoir tous les appels d'offres qu'il peut y avoir. Et c'est là où j'ai eu un deuxième contrat. D'accord. Donc, tu as mis une stratégie qui te permet d'avoir. Exactement. Est-ce qu'entre-temps, tu avais quelqu'un à qui tu discutais Oui. Est-ce que tu t'es. En fait, comment tu as pu aussi avoir cette maturité qui te permettait de ça? Est-ce qu'il y avait au moins un mentor qui te suivait quelque part? Parce que, vous savez, je considère que lorsqu'on est jeune, on a toujours besoin de quelqu'un qui vous conseille. Et comment tu choisissais Pourquoi je vous explique. Mon premier mentor était c'était un de mes enseignants que j'apprécie beaucoup. Et là, maintenant, qui est devenu un ami. Et il travaille au port GTD, il s'appelait Ezekiel. Mm-hmm. Et c'était mon premier mentor. Ensuite, il y a eu un deuxième mentor qui était... elle travaille maintenant, je sais pas là où elle travaille, mais elle s'appelle Berry. Elle était aussi mon deuxième mentor à qui j'ai passé, disons, tout le samedi ou dimanche pour avoir demandé des conseils. Sur quoi exactement? Sur la vie, Mm-hmm. par exemple. Sur comment je dois gérer cette situation, sur mon problème de fond, à qui je dois cibler. Est-ce que c'est que si je fais cette action-là est appropriée ou pas? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? J'essaie de voir et jauger leur point de vue et mon point de vue pour avoir, des conseils adéquats à ce que tu veux faire. Parce que une personne qui est beaucoup plus grande que toi a vécu plus que toi. Mm-hmm. Sinon, elle est beaucoup plus expérimentée. En discutant avec elle, tu peux éviter des erreurs qu'ils ont eux commis. Ok. Et ça te permet d'aller vite. C'est ça, c'est pour mitiguer les erreurs et les risques. Donc c'était pour ça que tu cherchais le mentor et toujours tu cherchais les gens qui avaient plus d'expérience dans le management, dans l'organisation d'entreprise. Dans l'entreprise, mais aussi dans la vie en général. Dans la vie en général. En général, exactement. D'accord. Et c'est les conseils que tu donnes à tout le monde alors? C'est les conseils que je donne à tout le monde. Vous savez, à chercher des conseils auprès des personnes n'est pas une honte, mais ça te permet de gagner beaucoup plus de temps. Ok, 7 ans après, tu dirais que tu es où aujourd'hui? 7 ans après. Sur l'échiquier de ce qu'on a fait, les lancements, la croissance, le période trouble, c'est le fonds qui ne sont pas là, le projet qu'on avait qui s'arrête, donc il faut rebondir, il faut rechercher autre chose. Pour toi, le période trouble, c'est vite arrivé. Tu arrives à faire quelque chose, tout de suite il y a le Covid qui s'invite. Et puis, il faut que tu rebondisses. Donc maintenant, aujourd'hui, tu te situes où exactement et c'est quoi ton entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que... Tu te considères comme riche aujourd'hui? Non, mais je me considère comme une personne on va réussir. Parce que vous savez pourquoi? Parce que là, on est dans une phase de croissance toujours. Mais là, on sait là où on va. L'essentiel, vous savez, c'est d'avoir une vision claire. Savoir où tu vas et quel chemin tu vas prendre. C'est vrai, il y aura des obstacles sur le parcours, mais si tu as un objectif clair, c'est difficile de te contourner. D'accord. Aujourd'hui, alors, combien de personnel tu as et ton entreprise, tu la vois comment? Aujourd'hui, je vois comme une PME, petite et moyenne entreprise. Et je le vois comme le leader du marché solaire à Djibouti. Parce qu'aujourd'hui, on est la seule société qui propose une expérience
aux clients. Parce que je dis expérience, ça signifie que les clients, une fois qu'ils auront envie d'installer des panneaux solaires, on leur propose l'étude. Une fois qu'on fait l'étude, on leur donne un devis. Une fois qu'ils valident, il y a l'installation, la maintenance et l'accompagnement. On accompagne les clientèles. Et comme les banques, on ne s'est pas arrêté à là, on a mis en place ce qu'on appelle un Customer Care, un service clientèle qui s'occupe des clients. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est ça. Et en même temps, vous savez, moi, ce qui m'anime, c'est de faire travailler des gévaudiens. Ce qui fait que mon personnel sont des gévaudiens à 100%. Ok, des jeunes ingénieurs? Non, c'est des jeunes ingénieurs, mais en même temps des jeunes qui sont issus du LIC. Ok. Qui sont issus du LIC. Et qu'est-ce que je fais? Je prends ces jeunes en tant que stagiaires, en même temps je les forme. La formation est très importante dans une entreprise. Exactement, c'est ça. Investir sur le capital humain est beaucoup plus important que comment dire, courir derrière la rentabilité ou bien le bénéfice. Bon, moi, l'essentiel, c'est de réinvestir, toujours réinvestir, pour en faire en sorte d'être une grande société. Et une grosse société est définie par ses personnels et l'éthique du travail qu'il y a derrière. Vous savez, c'est ça que c'est la discipline. C'est la discipline. Il y a la persévérance, la discipline, l'esprit d'équipe, et être là au bon moment. Bon, l'opportunité, c'est ça. Et comment tu navigues aujourd'hui? Certainement, il y a de concurrence. Il y a des concurrents, mais comme je te l'ai dit, l'important, c'est d'avoir une vision claire. Aujourd'hui, les concurrents qui rentrent dans le marché, non, peut-être qu'ils sont rentrés dans le marché parce qu'ils se disent que c'est un marché porteur. Et qu'aujourd'hui, tout le monde se roule. L'énergie solaire est devenue la ruée vers l'or à Djibouti. D'accord. Ouais, et tout le monde veut démarrer un business dans l'énergie solaire, mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision claire. C'est la vision qui diffère. Et aussi, ce qui diffère, c'est comment tu vas mettre en place ta vision. Et chaque personne n'a pas la même vision, n'a pas le même objectif. Chaque société est différente d'un autre. C'est le leadership qui change. C'est le leadership. Ok, en matière d'accès au financement, donc, tu n'as pas levé de fonds, il n'y a pas eu love money, comme on dit, donc c'est l'argent de la famille, il n'y a pas eu de crédit bancaire. Mais aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les banques? C'est beaucoup plus facile? Ma relation avec la banque, c'est beaucoup plus cordial. C'est beaucoup plus cordial. Oui, et bon, la société, il y a son histoire qui les précède, il y a son travail qui les précède. Donc, et ça te facilite d'avoir de relations avec les banques, de discussions. Les discussions sont beaucoup plus faciles. Elles sont beaucoup plus faciles. Ouais. Il y a des clients, il y a nos clients qui peuvent passer par les banques dans son pays, parce qu'ils peuvent contracter un prêt pour qu'ils puissent avoir accès à nos produits. Mais en même temps, c'est beaucoup plus facile. Là, maintenant, on utilise leurs produits, comme par exemple les transferts bancaires, comme par exemple les services comme Wafi, CACPay, tout ce qui va avec. Et c'est beaucoup plus cordial. On utilise leurs services pour simplifier nos vies, simplifier notre travail. Ok. Est-ce que tu proposes d'autres produits hors énergie solaire? C'est ça la différence. C'est diversifié. C'est ça la différence. On peut rester sur le même segment et se diversifier. Ok. C'est ça que je voulais savoir. Oui, on peut rester sur le même segment et se diversifier. Comment on peut se diversifier? On peut se diversifier sur des temps. Par exemple, il y a la diversification sur les ventes des clients matériels. 2, l'installation. 3, la maintenance, qui peut aussi être des sources de revenus. Mais en même temps, on peut s'exporter, aller dans les pays voisins, limitrophes comme l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya. Parce qu'aujourd'hui, à Djibouti, on a la compétence, l'expertise. On peut facilement s'incorporer sur d'autres marchés et être une entreprise régionale. C'est ça la diversification qu'on peut y avoir. Et pour clore un peu notre discussion ce soir, 7 ans, ça représente pour toi quoi? 7 ans, ça représente 7 ans d'expérience. Ça représente 7 ans où j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et ça représente 7 ans de croissance, 7 ans d'obstacles, mais en même temps des motivations, mais aussi en même temps, comment dire, où je pouvais montrer ce dont un jeune Djiboutien peut être capable en partant de rien. En partant de rien. En partant de rien. Donc, qu'est-ce que tu pourrais
si tu allais faire un petit message aux jeunes Djiboutiens en regardant les caméras directement, qu'est-ce que tu allais leur dire? Est-ce que sans avoir accès, bon, faire une entreprise à 0 francs, ça n'existait pas, mais quand même, avec peu de choses, on peut y aller et on peut arriver à réaliser le rêve qu'on a, le rêve d'avoir une entreprise, le rêve de transformer son idée en projet. Quels seraient les 3 ou le plus facilement possible, quel conseil tu allais donner? J'allais dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui que chaque histoire est différente. Le plus important, c'est de persévérer, de croire en son projet, mais par-dessus tout, c'est de croire en Dieu. C'est ça qui est très important. Parce que lorsqu'on a la foi, on sait que tout ce qui arrive pour une cause. Vous savez, tout ce qui arrive pour une cause, et que si on persévère, à la fin, on peut réaliser ce qu'on veut, parce que plus tu mets, comme j'ai dit, plus tu mets beaucoup d'efforts, et plus tu auras un résultat concret. C'est ça. Merci beaucoup, Abdelazar. C'était un plaisir de te revoir après 6 années, je crois, ou 7 ans. Et c'est toujours un plaisir de te voir, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette période assez longue. Et je te souhaite bon vent et beaucoup de succès encore par cette persévérance, par cette discipline que tu as installée. Et j'espère te revoir dans quelques années encore avec une entreprise florissante, beaucoup plus grande et peut-être beaucoup plus riche au niveau personnel. Certainement. Très bien, merci beaucoup.